Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans. Il y a 3 mois, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital pour ce qui s'est avéré être une pathologie cardiaque critique nécessitant une intervention immédiate. Ma fille de 2 ans, Manon, avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle pendant que je passais sur la table d'opération. J'ai appelé mes parents depuis l'ambulance, la voix tremblante, la poitrine serrée comme dans un étau. Maman, je t'en supplie, viens chercher Manon. Ils disent que je dois subir une chirurgie cardiaque d'urgence. J'ai peur. Il y a eu un silence. Puis la voix de ma mère est revenue, glaciale et agacée. Claire, tu es toujours aussi dramatique pour un rien. C'est probablement juste de l'anxiété. On sait comment tu es. Maman, je suis dans une ambulance. Le secouriste est littéralement en train de me dire que mon rythme cardiaque est dangereusement irrégulier. S'il te plaît, j'ai juste besoin que tu gardes Manon quelques heures. On ne peut pas, a-t-elle répondu sèchement. Ton père et moi avons des projets ce soir. Nous emmenons ton frère voir Stromae à l'Accor Arena. Nous avons ces places depuis des mois. Tu sais à quel point elles ont été difficiles à obtenir. Je n'arrivais plus à respirer, et ce n'était pas seulement à cause de mon cœur. Maman, je pourrais mourir. Ta petite fille a besoin de quelqu'un elle aussi. Arrête d'être aussi mélodramatique. Appelle une de tes amies. Nous n'allons pas annuler nos projets parce que tu as décidé de faire une crise de panique. Elle a raccroché. Je suis resté là, à l'arrière de cette ambulance, entouré de moniteurs qui bipaient, un infirmier me demandant si ça allait, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des années. J'étais complètement seul. Les 2 personnes censées m'aimer inconditionnellement venaient de choisir un concert plutôt que la vie de leur propre fille. Depuis mon brancard aux urgences, alors que les infirmières s'affairaient autour de moi et que les médecins criaient des termes médicaux que je ne comprenais pas, j'ai passé 2 appels. Le premier a été pour Nounou Expert, une agence de garde d'enfants professionnelle sur laquelle j'avais fait des recherches des mois auparavant sans jamais penser en avoir besoin. En moins de 20 minutes, une nounou spécialisée nommée Martine est arrivée aux urgences pour ramener Manon à la maison. Le second appel a été pour ma banque. J'ai transféré 2 800 € de mon compte courant vers un compte d'épargne séparé. C'était le montant que je déposais sur le compte de mes parents chaque mois. Depuis 8 ans. Ils pensaient que cet argent provenait des revenus d'investissement de mon frère. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand mes parents l'ont découvert, je dois vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Si cette histoire vous touche, je vous serai reconnaissante de cliquer sur le bouton j'aime, mais seulement si elle vous apporte quelque chose. Maintenant, laissez-moi vous ramener au tout début. En grandissant, j'ai toujours été l'autre. Mon frère Julien avait 3 ans de plus que moi et, dès qu'il a su marcher, il a été destiné à la grandeur, du moins selon mes parents. Il était la star de l'équipe de rugby, le délégué de classe populaire, l'enfant qui ne faisait jamais rien de mal. Moi, j'étais la discrète qui aimait les livres et passait trop de temps à dessiner dans des carnets. Quand Julien a eu un 10 en chimie, papa lui a pris un tuteur privé en lui disant qu'il croyait en lui. Quand je ramenais un 18, maman jetait un coup d'œil à mon bulletin et disait simplement « c'est ce qu'on attend de toi ». Ce schéma a continué à l'âge adulte. Julien a abandonné ses études après 2 ans pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui signifiait en réalité passer d'une idée de business ratée à une autre. Mes parents finançaient chaque projet. Ils lui ont acheté un studio quand il avait 23 ans. Ils se sont portés garants pour une BMW qu'il ne pouvait pas s'offrir. Quand ses entreprises s'effondraient inévitablement, il couvrait ses dettes sans poser de questions. Pendant ce temps,
j'ai financé mes études d'infirmière en cumulant 3 petits boulots. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai décroché un poste à l'hôpital central et j'ai acheté une petite maison dans un quartier modeste. Mes parents sont venus à ma remise de diplôme, mais sont partis tôt. Parce que Julien avait un rendez-vous important avec un investisseur, qui s'est avéré être un simple verre entre amis. Quand je suis tombée enceinte de Manon. À 29 ans, peu après que mon mari soit décédé dans un accident sur un chantier de construction, la réponse de mes parents a été typiquement décevante. Eh bien, ça ne va pas te faciliter la vie, a dit maman. Aucune offre d'aide. Aucune excitation pour leur premier petit enfant. Juste de la déception parce que j'avais compliqué mon existence. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais su, c'est que je les soutenais financièrement depuis près d'une décennie. Tout a commencé quand j'avais 24 ans. Je venais d'obtenir mon premier vrai poste d'infirmière avec un salaire correct. Mes parents m'ont appelé un soir, ce qui était inhabituel. Ils ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Claire, nous devons te parler de quelque chose de sérieux, dit papa. Nous avons du retard sur le loyer. 3 mois de retard. On risque l'expulsion. J'étais sous le choc. Comment est-ce possible? Vous travaillez tous les deux. Les heures de ta mère ont été coupées. Mon dos me fait souffrir. Alors j'ai manqué des gardes. On a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre à flot. De combien avez-vous besoin? Environ 3 000 € pour régulariser et couvrir le mois prochain. J'avais 4 500 € sur mon livret A. De l'argent mis de côté précieusement. Mais c'étaient mes parents. Ils avaient besoin d'aide. Je peux vous aider, j'ai dit. Merci ma chérie, on te remboursera. Dès qu'on sera sur pied. Ils ne m'ont jamais remboursé. Un mois plus tard, ils ont rappelé. Puis le mois suivant, et encore le suivant. C'est devenu une habitude. Ils avaient besoin de 800 € par-ci, 1 200 € par-là. Toujours temporaire. Après 6 mois de paiements irréguliers, j'ai fait quelque chose qu'ils n'ont jamais su. J'ai appelé leur propriétaire directement et j'ai mis en place un virement automatique. Chaque mois, 2 800 € partaient directement de mon compte pour leur loyer et leurs charges. Ils pensaient que Julien couvrait tout cela grâce à un compte d'investissement qu'il aurait créé pour eux. Julien était plus que ravi de s'en attribuer le mérite. Ton frère réussit tellement bien, disait maman. Il s'occupe si bien de nous. Je ne l'ai jamais contredite. Je me disais que l'important était qu'il soit à l'abri. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. Je faisais juste mon devoir de fille. Mais sur 8 ans, cela représentait une fortune. 2 800 € par mois pendant 96 mois. C'est plus de 268 000 € que j'ai discrètement versé à mes parents pendant qu'ils louaient la générosité de Julien et me traitaient comme un second choix. Quand Manon est née, je les ai appelés pour leur annoncer. C'est gentil, ma chérie, dit maman. Écoute, je ne peux pas parler longtemps. On va chez Julien pour dîner. Il prépare des entrecôtes au barbecue. Ils ne sont pas venus à la maternité. Ils n'ont pas apporté de cadeaux. Ils n'ont pas proposé d'aide. Quand Manon a eu 3 mois et que je sombrais sous l'épuisement et le deuil de mon mari, ils sont passés une fois. Maman a porté Manon peut-être 5 minutes avant de me la rendre. Elle pleurniche, a-t-elle dit comme si c'était ma faute. Ils sont partis après 20 minutes parce qu'ils avaient des places de théâtre avec Julien. Pendant 2 ans, c'était ma réalité. Travailler à plein temps comme infirmière aux urgences, élever Manon seule, payer le loyer de mes parents. Pendant qu'ils couvraient Julien d'attention et ignoraient leur petite fille. Je me disais que tout allait bien. Je n'avais pas besoin d'eux.
Manon et moi nous en sortions très bien toutes les deux. Et puis mon cœur a commencé à lâcher. Cela a commencé 3 semaines avant l'urgence. J'étais au travail, au milieu d'une garde, quand j'ai senti mon cœur rater un battement. Pas le petit tressaillement qu'on a quand on est nerveux, mais une véritable sensation physique de mon cœur qui s'arrête, puis qui s'emballe pour rattraper le retard. J'ai ignoré le signal. Les infirmiers sont de terribles patients. On pense toujours qu'on sait mieux que tout le monde. Mais cela a continué à se produire. 2, 3, 4 fois par garde. Puis cela a commencé à m'arriver à la maison. Je jouais avec Manon, je lui lisais une histoire avant de dormir, et soudain mon cœur bégayait. Je devais m'asseoir, reprendre mon souffle, attendre que la sensation passe. J'ai fini par aller voir le docteur Lefebvre, un cardiologue de mon hôpital. Il a fait des tests, un électrocardiogramme, une épreuve d'effort, une échographie cardiaque. Son visage s'est durci à chaque résultat. Claire, vous souffrez d'une tachycardie ventriculaire. Le système électrique de votre cœur a dératé. Sans traitement, cela pourrait mener à un arrêt cardiaque soudain. La pièce a semblé vaciller. Quel genre de traitement? Nous devons faire une ablation par cathéter. Nous passerons par l'artère fémorale pour trouver la zone qui dysfonctionne et la neutraliser pour bloquer le passage électrique anormal. Est-ce dangereux? Toute procédure cardiaque comporte des risques. Mais sans cela, vous risquez une mort subite. Nous devons programmer cela rapidement. J'ai pris rendez-vous pour 3 semaines plus tard. J'avais besoin de temps pour organiser la garde de Manon, pour me préparer. Je n'en ai pas parlé à mes parents parce que je ne voulais pas entendre ma mère me dire que j'exagérais. J'avais prévu de demander à mon amie Aurélie, une collègue, de garder Manon pendant l'intervention. Mais 2 jours avant la date prévue, tout s'est accéléré. Je donnais le dîner à Manon, des coquillettes au jambon, son plat préféré, quand mon cœur ne s'est pas juste arrêté un instant. Il a cessé de battre. J'ai ressenti une douleur écrasante dans la poitrine irradiant dans mon bras gauche. La pièce tournait. Je ne pouvais plus respirer. Manon m'a regardé. Avec ses grands yeux bruns. Maman, ça va? J'ai réussi à composer le 15 avant de m'effondrer. La dernière chose dont je me souvienne avant l'arrivée du SAMU. C'est la petite main de Manon tapotant mon visage en disant « Maman, réveille-toi ». Dans l'ambulance, ils m'ont dit que j'étais en tachycardie ventriculaire soutenue. Mon rythme cardiaque était à plus de 200 battements par minute. Ils avaient dû me choquer pour rétablir le rythme. J'avais besoin d'une chirurgie d'urgence ce soir même. C'est là que j'ai appelé mes parents. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient des places pour Stromae. Martine, la nounou de l'agence, a été un véritable ange. Elle avait la cinquantaine, 20 ans d'expérience en néonatologie et le calme olympien de ceux qui ont tout vu. Elle est arrivée aux urgences en moins de 15 minutes, a immédiatement analysé la situation et a pris Manon dans ses bras. Maman doit aller aider des docteurs, a-t-elle dit à Manon d'une voix apaisante. Toi et moi, on va aller faire une super soirée pyjama chez toi. On va lire des histoires et prendre des goûters, et quand tu te réveilleras, maman t'appellera. Ça te va? Manon, qui avait d'habitude peur des inconnus, a hoché la tête et a pris la main de Martine. Cette femme dégageait une sécurité absolue. Merci, j'ai murmuré, les larmes coulant sur mes joues. Ma puce, concentre-toi sur ton rétablissement. Ta petite fille va bien. Je m'occupe de tout. On m'a emmené au bloc à 21h47. La dernière pensée que j'ai eue avant que l'anesthésie ne m'emporte a été « Mes parents sont à un concert en ce moment même. Ils chantent avec Stromae pendant que leur fille subit une opération à cœur ouvert. L'intervention a duré 4 heures.
Le docteur Lefebvre m'a dit plus tard que c'était plus compliqué que prévu. Ils avaient trouvé plusieurs voies anormales et avaient dû pratiquer une ablation étendue. Il y a eu un moment, vers la 3e heure, où mon cœur s'est arrêté complètement et ils ont dû le relancer. J'aurais pu mourir. Quand je me suis réveillé en soins intensifs de cardiologie, la première chose que j'ai faite a été de demander des nouvelles de Manon. L'infirmière, Diane, que je connaissais bien, a souri et m'a montré son téléphone. Martine avait envoyé des nouvelles. Toutes les heures. Des photos de Manon dormant paisiblement, des émojis encourageants, des messages rassurants. Tu as une super équipe qui veille sur ta petite, a dit Diane. Oui, j'ai répondu doucement. C'est vrai. Mais parents n'étaient pas là. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le soient. Mais une petite partie de moi avait quand même espéré que, peut-être, ils réaliseraient la gravité de la situation et viendraient. Ils ne l'ont pas fait. Je suis resté 2 jours en soins intensifs, puis 3 jours de plus en service de cardiologie classique. Martine est restée avec Manon tout le temps, refusant de partir tant que je n'étais pas rentré et stable. J'ai essayé de la payer le double de son tarif. Elle a refusé. Certaines choses comptent plus que l'argent, a-t-elle dit. Cette petite fille avait besoin de quelqu'un de pleinement présent. Je suis heureuse d'avoir pu être cette personne. Pendant ces 5 jours à l'hôpital, mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de mes parents. Aucun SMS pour me demander comment s'était finie ma crise de panique dramatique. Rien. Mais le 3e jour, quelque chose d'intéressant s'est produit. Mon père a appelé. Pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se plaindre. Claire, il y a un problème avec le paiement du loyer. Le propriétaire a appelé pour dire que ce n'est pas passé ce mois-ci. Tu peux vérifier avec Julien? C'est lui qui gère tout ça, mais je n'arrive pas à le joindre. J'étais encore relié à un moniteur cardiaque, encore convalescente d'une opération qui m'avait sauvé la vie, et mon père m'appelait pour râler à propos du loyer. Je n'en sais rien, papa, j'ai dit, d'une voix monocorde. Tu devras t'en occuper toi-même. Enfin, tu peux au moins appeler Julien pour nous? Tu sais comment il est avec son téléphone. Non, papa. Je ne peux pas. Je suis à l'hôpital. Ah, encore? Je croyais que c'était juste un truc d'un jour. Tu es à l'hôpital, pourquoi au juste? La question m'a frappé comme un coup de poing. Il ne savait même pas. Il avait oublié, ou plus probablement, n'avait jamais pris en compte le fait que j'avais dit à maman que je devais subir une opération cardiaque d'urgence. J'ai eu une chirurgie à cœur ouvert, papa. Pour corriger le problème qui a failli me tuer. Celui dont j'ai parlé à maman avant que vous ne partiez à votre concert. Il y a eu un long silence. Ah. D'accord. Bon, tu as l'air d'aller bien maintenant. Alors, pour le loyer. Je lui ai raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de mon père. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. C'était fini. Je suis rentré chez moi le 6e jour. Martine m'a aidé à m'installer, s'est assuré que Manon et moi avions tout ce qu'il fallait, et n'est parti que lorsque je l'ai littéralement poussé dehors avec un chèque pour une semaine de garde. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit. Et je dis bien quoi que ce soit. Je t'ai donné mon numéro personnel pour une raison. Manon était folle de joie de me retrouver, mais elle était aussi remarquablement sereine compte tenu des circonstances. Martine avait été formidable. Nous avons passé la première journée à nous câliner sur le canapé, à regarder des dessins animés de Disney. Et à manger de la glace pour le déjeuner. Mes parents n'avaient toujours pas
Appelé. Le 7e jour, j'étais assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur, examinant mes finances. Mon cardiologue m'avait recommandé de prendre au moins 6 semaines de repos pour bien récupérer. Entre les indemnités journalières et mes économies, j'allais m'en sortir. Mais seulement si j'arrêtais de verser ces 2800 € par mois. J'ai ouvert l'onglet des virements automatiques pour le loyer de mes parents. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'annuler pendant un long moment. 8 ans de paiement. Prêt de 270 000 €. Tout cela fait en silence, sans reconnaissance, par un sens du devoir filial mal placé. Et quand j'avais eu le plus besoin d'eux, ils avaient choisi Stromae. J'ai cliqué sur annuler. Ensuite, j'ai rédigé un email pour mes parents. Maman, papa, à partir d'aujourd'hui, je cesse les paiements mensuels pour votre loyer et vos factures que je réglais en votre nom depuis 8 ans. Le virement automatique de 2800 € par mois est désormais annulé. Vous serez peut-être confus par ce message, car vous pensiez que Julien couvrait ses dépenses. Ce n'était pas le cas. C'était toujours moi. Pendant 96 mois consécutifs, j'ai payé votre toit tout en travaillant à plein temps, en finançant mes études et plus tard en élevant ma fille seule après la mort de mon mari. Lors de ma récente opération cardiaque d'urgence, une opération vitale, je vous ai appelé pour m'aider avec Manon. Vous avez refusé car vous aviez des places de concert. Vous ne m'avez pas appelé pour prendre de mes nouvelles après. Vous n'avez pas demandé si l'opération s'était bien passée. Vous n'avez pas demandé de nouvelles de votre petite fille. Le seul appel que j'ai reçu était celui de papa me demandant de courir après Julien pour un loyer impayé. Ce paiement n'est pas passé car j'étais en soins intensifs, en train de récupérer d'une procédure où mon cœur s'est arrêté et a dû être relancé. J'ai payé 268 800 € pour vous soutenir au fil des ans. Je l'ai fait discrètement. Parce que je vous aimais et que je voulais vous aider. Mais j'en ai fini d'être invisible pendant que Julien récolte tous les lauriers et toute l'attention. Désormais, vous devrez vous débrouiller seul. Je vous souhaite le meilleur. Claire. J'ai relu le texte 3 fois. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Pour la première fois depuis 8 ans, je me sentais légère. Ils ont reçu l'email. À 16h37 un mardi. Je le sais parce que c'est là que les appels ont commencé. Le premier appel de ma mère à 16h41. J'ai laissé sonner. Claire, c'est quoi cette email? De quoi est-ce que tu parles? Rappelle-moi immédiatement. Deuxième appel à 16h43. Encore sur répondeur. Claire, c'est ridicule. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi en face, pas dans un email passif-agressif. Rappelle-moi. Troisième appel à 16h47. Claire, décroche ce téléphone tous deux. Suite. Nous devons parler de cette accusation que tu lances. À 18h, j'avais 17. Appel manqué. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je me suis concentré sur le dîner de Manon. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Avec 43 appels manqués et 29 SMS. Je les ai parcourus en buvant mon café. Pendant que Manon jouait avec ses cubes. Les messages suivaient un schéma prévisible. D'abord, le déni. Tu es évidemment confuse. C'est Julien qui gère nos finances, pas toi. Puis la colère. Comment oses-tu inventer des mensonges? Nous ne t'avons jamais demandé un centime. Puis le marchandage. Même si tu as aidé occasionnellement, la famille s'entraide. C'est ce qu'on est censé faire. Puis la culpabilisation. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En nous abandonnant? Et enfin, la panique. Claire, s'il te plaît. Le propriétaire réclame l'argent. On ne peut pas payer seul.
S'il te plaît, donne-nous juste le temps de trouver une solution. Je n'ai répondu à aucun message. 3 jours après l'email, mon frère a fini par appeler. Julien était en copie de l'email, mais il lui a fallu 2 jours pour le digérer. Cette fois, j'ai répondu. Claire, qu'est-ce qui se passe? Maman fait une crise de nerfs. Salut, Julien. C'était comment, le concert de Stromae? Quoi? Le concert était super. Écoute, maman dit que tu prétends payer leur loyer depuis 8 ans. C'est n'importe quoi. J'ai mis en place ce compte d'investissement. Pour eux. Non, Julien. Tu leur as dit que tu l'avais fait. Mais les paiements venaient de mon compte courant. J'ai 8 ans de relevé bancaire pour le prouver. Un long silence s'est installé. Pourquoi est-ce que tu ferais une chose pareille? Parce qu'ils avaient besoin d'aide et que je suis leur fille. La vraie question, c'est pourquoi tu les as laissés croire que c'était toi. Parce que, enfin, ça les rendait heureux. Ils étaient fiers de moi. Et ça valait plus pour toi que la vérité? Claire, tu ne comprends pas. J'ai eu beaucoup d'échecs. Beaucoup de déceptions. Ils avaient besoin de croire que je réussissais quelque chose. Ça ne faisait de mal à personne. Ça me faisait du mal à moi, Julien. Ça me faisait mal à chaque fois qu'ils te félicitaient pour ta générosité en ignorant tout ce que je faisais. Ça me faisait mal quand j'avais besoin d'aide pour Manon et qu'ils étaient trop occupés à fêter ton dernier projet foireux. Et ça m'a vraiment fait mal quand je subissais une opération cardiaque d'urgence et qu'ils ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils avaient des places de concert avec toi. Je ne savais pas pour l'opération. Parce qu'aucun de vous n'a jamais demandé comment j'allais. C'est quand la dernière fois que tu m'as appelé juste pour discuter? C'est quand la dernière fois que l'un de vous a pris des nouvelles de Manon? Tu ne sais rien de ma vie parce que tu ne t'en es jamais soucié. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste? J'ai donné 268 800 € à nos parents pendant que tu leur donnais des promesses en l'air et que tu t'appropriais mon argent. Je ne pense pas que tu sois en position de me faire la morale sur ce qui est juste. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Les appels se sont intensifiés. Au 5e jour, je recevais 60 à 70 appels par jour de numéros divers. Mes parents, Julien, ma tante Monique, mon oncle Bernard. Tout le monde y allait de son commentaire. Les messages allaient de l'accusation à la supplication, jusqu'à l'hostilité pure. Mon préféré était celui de ma tante Monique. Ta mère est dévastée. Comment peux-tu être aussi cruel envers les gens qui t'ont élevé? J'ai répondu, les gens qui m'ont élevé m'ont appris à être indépendante et autonome. Je ne fais que suivre leurs conseils. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après l'envoi de l'email, j'avais mon rendez-vous de suivi avec le docteur Lefebvre. Manon était avec moi. Je n'avais pas encore l'autorisation de conduire, alors Martine nous a conduits à l'hôpital. Nous étions dans la salle d'attente quand mes parents sont entrés. J'ai vu ma mère en premier. Elle semblait plus vieille, plus fatiguée. Mon père était derrière elle, le visage fermé par cette expression sévère qu'il arborait quand il s'apprêtait à donner une leçon. Ils m'ont repéré immédiatement. Claire, nous devons parler, a dit maman en marchant vers moi. Tu ne peux pas nous ignorer. Éternellement. Manon s'est blottie contre moi. Elle ne les reconnaissait pas. Ils l'avaient vu si rarement qu'ils étaient des inconnus pour elle. Pas ici. J'ai dit calmement. J'ai un rendez-vous. On essaie de te joindre depuis 2 semaines. 2 semaines, Claire. Tu te rends compte de ce que tu nous fais subir. Je sais exactement ce que je vous fais subir. La même chose que ce que vous
m'avez fait subir quand j'étais en chirurgie d'urgence et que vous avez choisi Stromae plutôt que votre fille. On ne savait pas que c'était sérieux. Je vous ai dit que j'étais dans une ambulance. Je vous ai dit que j'avais besoin d'une opération du cœur. Quelle partie de tout ça ne vous a pas semblé sérieuse? Mon père a enfin pris la parole. Tu as toujours tout exagéré, Claire. Pour toi, la moindre égratignure est une crise nationale. On pensait que tu faisais du cinéma. J'ai failli mourir, j'ai dit, la voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté. Pendant l'opération. Ils ont dû me réanimer. J'aurais pu laisser Manon orpheline. Et vous n'avez même pas appelé pour savoir si j'étais encore en vie. On allait le faire, a balbutié maman. On a été occupé. Trop. Occupé pendant 2 semaines? Vous avez trouvé le temps de m'appeler 70 fois. Hier pour votre loyer, mais vous n'avez pas trouvé le temps de demander si votre fille avait survécu. Une infirmière est apparue à la porte. Claire Martin. Le docteur Lefebvre est prêt pour vous. Je me suis levé en prenant la main de Manon. Je dois y aller. On n'a pas fini de discuter, a dit papa. Si, on a fini. On a fini de discuter de tout. J'ai commencé à m'éloigner, mais maman m'a attrapé le bras. Claire, je t'en prie. On va perdre notre appartement. On ne peut pas payer sans ton aide. Donne-nous juste quelques mois pour trouver une solution. Vous avez eu 8 ans pour trouver une solution. J'en ai fini de subventionner votre vie pendant que vous me traitez comme si je n'existais pas. Mais où irons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, maman. Demandez à Julien. C'est lui qui réussit tout, non? Celui qui s'occupe si bien de vous. J'ai dégagé mon bras. Et j'ai suivi l'infirmière. Derrière moi, j'entendais la voix de ma mère qui m'appelait. Je ne me suis pas retourné. Le bureau du docteur Lefebvre était calme. Il a vérifié mes cicatrices, examiné mes résultats et a souri. Vous guérissez magnifiquement bien. Votre rythme cardiaque est parfait. Quoi que vous fassiez, continuez. J'ai éliminé les personnes toxiques de ma vie, j'ai dit. Il s'avère que c'est excellent pour la santé cardiaque. Il a ri. C'est le meilleur des remèdes. Quand nous avons terminé, Martine m'attendait dans le couloir avec Manon. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec elle. Le docteur Moreau, le médecin urgentiste qui était de garde le soir de mon arrivée. Claire, a-t-il dit chaleureusement. Ça fait plaisir de vous voir debout. Comment allez-vous? Beaucoup mieux, merci. Vous m'avez sauvé la vie ce soir-là. On a juste fait notre travail. Mais écoutez, je voulais vous dire quelque chose. J'étais dans la salle d'attente et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation avec ces gens. Ce sont vos parents? Mon estomac s'est noué. Oui. Je suis désolé. S'ils ont fait une scène. Non, pas du tout. Mais. Il a hésité. Claire, je dois vous dire une chose. Le soir où vous êtes arrivé, quand vous étiez en tachycardie, j'ai demandé qui était votre personne à contacter en cas d'urgence. J'ai appelé vos parents pendant que vous étiez au bloc. Le monde a vacillé. Vous avez fait quoi? J'ai appelé le numéro que vous m'aviez donné. Votre mère a décroché. Je me suis présenté comme médecin aux urgences de l'hôpital central. Et je l'ai informé que vous étiez dans un état critique, en pleine chirurgie cardiaque d'urgence, et qu'elle devait venir immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'expression du docteur Moreau était sombre. Elle a demandé si vous alliez mourir dans les 2 prochaines heures. J'ai répondu que je ne savais pas, mais que votre état était grave et instable. Elle a dit, et je cite, eh bien, si elle est encore vivante dans 2 heures,
je verrai si je peux passer demain. On a déjà quelque chose de prévu ce soir. Puis elle a raccroché. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis assise lourdement sur un banc. J'ai noté l'appel dans votre dossier, a continué le docteur Moreau. Je suis médecin depuis 23 ans et je n'ai jamais, au grand jamais, vu un membre de la famille réagir de cette façon face à une urgence vitale. Je voulais que vous le sachiez parce que je les ai entendus dire qu'ils ne savaient pas que c'était grave. Ils savaient, Claire. Ils savaient parfaitement et ils ont choisi de ne pas venir. La main de Martine s'est posée sur mon épaule pour me soutenir. Manon jouait avec son collier. Insouciante. Pourquoi me dites-vous ça? J'ai chuchoté. Parce que vous aviez l'air d'hésiter. Comme si vous regrettiez peut-être votre décision de couper les ponts. Et je voulais que vous sachiez que votre décision est la bonne. Des parents qui réagissent comme ça. Il a secoué la tête. Vous méritez mieux. Cette petite fille mérite mieux. Merci, j'ai réussi à dire. Merci de m'avoir prévenu. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Je suis resté là un long moment. Il savait. Pendant tout ce temps, il savait à quel point c'était grave et ils sont quand même allés au concert. Et maintenant, ils étaient là. Dans la salle d'attente, à réécrire l'histoire en prétendant être victime de mon manque de communication. Martine s'est assise à côté de moi. Ça va, ma puce? Oui, j'ai dit lentement. Oui, je crois que ça va vraiment. Nous sommes levés pour partir. En passant devant la salle d'attente, mes parents étaient encore là, en train de parler à la réceptionniste. Probablement pour essayer de savoir quand était mon prochain rendez-vous. Mon père m'a vu et a commencé à se lever. J'ai croisé son regard et j'ai fait non de la tête. Il s'est figé. C'est à ce moment-là que le docteur Moreau est entré dans la salle d'attente. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais j'ai vu le visage de mon père devenir livide. Absolument blanc. Ses mains ont commencé à trembler. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Le docteur Moreau lisait un dossier. Mon dossier. Il leur répétait exactement ce qu'il venait de me dire. L'appel. La réponse de ma mère. Le rapport officiel. Je n'ai pas attendu la suite. Martine. Manon et moi sommes sortis par l'entrée principale, sous le soleil éclatant de l'après-midi. On va où maintenant? A demandé Martine. J'ai regardé Manon qui me souriait en cherchant ma main. À la maison, j'ai dit. On rentre à la maison. Les appels ont continué pendant 6 semaines, mais de moins en moins. Souvent. Au début, c'était 80 fois par jour. Puis 50. Puis 20. Finalement, plus rien. J'ai appris par ma tante Monique que mes parents avaient dû quitter leur appartement. Ils vivent maintenant avec Julien dans son studio. Apparemment, la cohabitation se passe très mal. Les revenus d'investissement de Julien n'existent pas, donc il ne peut pas les aider. Ils font des demandes pour des logements sociaux et des aides de l'État. Je ne ressens rien face à cela. Ni satisfaction, ni culpabilité. Ils ont fait leur choix. J'ai repris le travail à mi-temps pendant que je finis de récupérer. L'hôpital a été incroyablement compréhensif et mes collègues sont devenus ma véritable famille. Ils ont organisé une fête pour les 3 ans de Manon le mois dernier. 40 personnes sont venues. Toutes apportant des cadeaux et de l'affection pour une petite fille qu'ils connaissaient à peine, simplement parce qu'ils tiennent à moi. Martine garde toujours Manon 2 fois par semaine. Elle est devenue comme une grand-mère pour elle. La grand-mère que Manon aurait dû avoir. Elle lui lit des contes, fait des gâteaux avec elle et lui raconte des histoires de camp.
Elle était infirmière. Manon l'adore. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. De ma mère. Pas un email, une vraie lettre manuscrite. J'ai failli la jeter. Sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. Chère Claire, j'ai passé 3 mois à réfléchir à ce que je voulais te dire. Ton père dit qu'on devrait t'oublier et passer à autre chose. Julien dit que tu finiras par revenir, mais je sais que non. Je sais ce qu'on a fait. Je sais qu'on a fait le mauvais choix. Ce soir-là, quand le médecin a appelé, je me suis dit que tu irais bien. Tu vas toujours bien. Tu es forte, capable, et tu n'as pas vraiment besoin de nous. C'est ce que je me racontais. Mais la vérité, c'est que j'étais en colère. En colère que tu interrompes nos projets. En colère que tu sembles toujours avoir besoin de quelque chose. En colère que tu ne sois pas Julien. Julien le facile. Le charmant, celui qui réussit et qui ne demande jamais rien. Je n'ai réalisé que bien plus tard que tu ne demandais jamais rien parce qu'on t'avait appris que demander ne servait à rien. Le docteur nous a dit ce que j'avais répondu au téléphone. Il nous a dit que ton cœur s'était arrêté. Il nous a dit que tu aurais pu mourir et qu'on n'était pas là. Ton père n'est plus le même depuis. Il ne le dit pas, mais je sais qu'il y pense. Et si tu étais morte? Et si Manon avait grandi sans mère parce qu'on voulait voir un concert? Je ne peux pas effacer ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est te dire que je suis désolé, tout en sachant que ce n'est pas suffisant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je n'attends pas que tu nous laisses revenir dans ta vie. Je voulais juste que tu saches que je vois tout maintenant. Je vois ce qu'on t'a fait subir et j'ai honte. Avec amour, maman. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je ressentirai quelque chose en la relisant. Peut-être qu'un jour, ces excuses auront de l'importance. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai une vie à vivre et une fille à élever. Et je fais les 200 les personnes qui m'ont appris que je ne valais pas la peine qu'on se déplace pour moi. Manon arrive en courant dans la cuisine, ses petits pieds trottant sur le carrelage. Maman, on peut aller au parc. Bien sûr ma puce. Je dis en la prenant dans mes bras. C'est parti. En marchant vers le parc, la main de Manon dans la mienne, je réfléchis à ce que j'ai appris. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui sont là quand on a besoin d'eux. C'est Martine qui a tout lâché pour s'occuper de l'enfant. D'une inconnue. C'est le docteur Moreau qui s'est assuré que je connaisse la vérité. Ce sont mes collègues qui sont devenus mon système de soutien. J'ai appris qu'être une bonne personne ne signifie pas être un paillasson. J'ai passé 8 ans à essayer de gagner l'amour de mes parents en les finançant, et tout ce que j'ai obtenu, c'est d'être considérée comme acquise. Et j'ai appris que certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Tous les membres de la famille ne méritent pas une place dans votre vie, et s'éloigner de la toxicité n'est pas cruel, c'est de l'instinct de survie. Mon téléphone vibre. C'est un SMS de Martine, dîner chez moi dimanche. Je fais un rôti. Manon pourra m'aider à faire des cookies. Je réponds, on sera là. C'est ça, ma famille maintenant. Celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisi en retour. Et mon cœur, mon vrai cœur physique et mon cœur émotionnel, n'a jamais été aussi sain. 6 mois après l'opération, j'ai croisé mon frère au supermarché. Il était seul, il avait l'air fatigué et plus vieux que ses 35 ans. Claire, a-t-il dit, surpris. Salut. Julien. Un silence gênant s'est installé. Comment va Manon? A-t-il fini par demander. Elle va super bien, elle pousse comme un champignon. C'est bien. C'est bien.
Un autre silence. Écoute, je sais que tu ne veux plus entendre parler d'eux. Nous, mais je voulais te dire que je suis désolé. D'avoir pris le mérite pour l'aide aux parents, de ne pas t'avoir défendu, pour tout ça. J'ai observé son visage, cherchant des signes de manipulation ou de manque de sincérité. Je n'en ai pas trouvé. D'accord, j'ai dit simplement. Est-ce qu'il y a? Je veux dire? Est-ce qu'on pourrait? Je ne sais pas, prendre un café un de ces jours? Essayer de reconstruire quelque chose. J'y ai réfléchi, vraiment, puis j'ai secoué la tête. Je ne crois pas, Julien. J'ai passé trop d'années à essayer d'avoir des relations avec des gens qui ne m'estimaient pas. C'est fini pour moi. Je construis ma vie avec des gens qui sont vraiment présents. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Je comprends. Pour ce que ça vaut, vivre avec papa et maman m'a ouvert les yeux. Je vois maintenant comment ils t'ont traité. Comment je t'ai traité. Tant mieux, j'ai dit. J'espère que ça t'aidera à être quelqu'un de meilleur pour la prochaine personne que tu rencontreras. Julien, je dois y aller. Manon m'attend dans la voiture avec une amie. Je suis passé devant lui sans me retourner. Certaines personnes méritent une seconde chance. D'autres non, et je suis enfin en paix avec cette distinction. En rentrant chez moi ce jour-là, alors que Manon chantait sur la radio dans son siège auto, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé. J'étais juste libre. Libre de toute obligation envers des gens qui ne se sont jamais sentis obligés envers moi. Libre de l'espoir que les choses changent. Libre du poids de devoir constamment prouver que je mérite d'être aimé. Je sais déjà que je mérite d'être aimé. Manon le sait. Martine le sait. Ma famille de cœur le sait.